Donc des thèmes qu'on a un peu abordés, mais qu'on va approfondir véritablement maintenant avec Jean-Philippe, qui est donc philosophe à Lyon, doyen de la faculté de philosophie, et que je remercie de sa présence. Jean-Philippe, donc tu as 1 heure. Merci de l'invitation, merci de votre écoute. Je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint. Et donc, si vous voulez m'offrir votre attention, j'essaierai de vous offrir, j'espère, un propos clair. Donc, j'ai proposé donc, comme titre d'intervention imagination et décision, donc l'anticipation entre prédiction et prospective. Je repartirai d'une vieille histoire. Alors, je ne vais pas raconter des histoires aussi bien que ma collègue, mais je repartirai, si vous voulez, d'une vieille distinction qu'on trouve chez Aristote. Et Aristote caractérisait l'éthique par une réflexion non sur le futur en général, mais sur les futurs contingents. Il dit, au fond, que s'il y a de l'éthique, c'est toujours en direction de ce qui est à venir, mais parce qu'il y a une indétermination à l'issue de ce qui est précisément à venir. Bref, il y a un manque de lisibilité quant aux conséquences futures d'un acte. Et donc, pour ce cher Aristote, la sagesse pratique, finalement, la décision, si elle est exigée, c'est parce qu'il y a du non-savoir. Bref, la décision exige de ce fait donc un travail de discernement et de délibération pour chercher à évaluer ces conséquences d'une décision, et donc aussi, pour une part, à imaginer des possibles sur les conséquences de cette action. Mais alors, si on admet ça, c'est qu'au fond, qu'il y a décision parce que, pour une part, il y a indétermination, que faire par rapport à cette indétermination ? Faut-il s'en inquiéter ou faut-il dire que c'est là l'espace possible où se déploient nos capacités d'initiative ? Et on voit alors ici 2 modèles se déployer pour répondre à ce problème. Un premier modèle qu'on peut qualifier de... C'est un peu schématique, bien évidemment. Un premier modèle qu'on pourrait qualifier de volontariste, et un second modèle qu'on pourrait qualifier d'intellectualiste. Mon idée étant de montrer en fait que dans le contexte dans lequel nous sommes, en fait, il n'y a pas à choisir entre les deux, mais que probablement il s'agit de se demander comment les articuler. Le modèle volontariste, tout d'abord, c'est ce modèle qui consisterait à dire qu'il y a décision parce que précisément il y a indétermination. C'est-à-dire, pour être sommaire, c'est dire donc que la décision est toujours une prise de risque. Une prise de risque de la liberté ou de la capacité d'initiative qui, ne sachant pas ce que sera demain, eh bien, comble, j'allais dire, par la force d'un engagement, celui de la volonté, eh bien, et par la fidélité de cette volonté à l'engagement, eh bien, donc, comble l'indétermination, donc par la force de sa volonté, elle-même éventuellement instruite par un travail de l'imagination et éventuellement un travail d'intelligence perspectiviste. Donc dans cette perspective volontariste, décider, c'est donc vouloir, en ayant en imagination fait varier des scénarios possibles, lesquels scénarios sont installés dans une mise en perspective, dans une visée. La question que ça pose, c'est qu'est-ce que peut être cette sagesse pratique dans un contexte comme ceux de nos sociétés qui sont marqués ou qualifiés parfois de civilisation technologique. C'est là qu'en face de ce modèle volontariste, autrement dit, la décision par la volonté comble l'indétermination que nous avons du côté du savoir, en face donc de ce modèle volontariste se déploie un second modèle que l'on peut appeler intellectualiste, qui est dominant dans nos cultures et qui prend le contre-pied du précédent. Il ambitionne cette fois-ci non plus d'être une sagesse pratique, mais d'être une science de l'action, comme on peut le dire parfois. Ce modèle tend, parce qu'il observe une certaine régularité dans les phénomènes, une forme de constance dans les conduites humaines, eh bien, il tend à construire la décision sur le modèle d'un calcul. Pour faire, là aussi, en forçant un peu le trait, finalement, ici, on va tirer la décision du côté de la déduction. Décider, à ce moment-là, ça n'est plus vouloir. Décider, c'est déduire. En déconnectant la science de l'action de sa perspective éthique, elle peut même soumettre le comportement
à un calcul. C'est ce qu'on trouve énormément dans le champ de l'activité économique. Je pense aux travaux de Gary Becker, par exemple, en posant une idée simple. Alors je ne sais pas si elle est sur le modèle du robot. En tout cas, elle est sur le modèle de ce qu'Amartya Sen appelle l'idiot rationnel, qui consiste à dire que tout comportement, fût-il très éloigné de préoccupations matérielles, tout comportement, pas nécessairement intéressé, en termes de calcul justement matériel, bref, que tout comportement est le résultat d'un calcul coût-bénéfice que l'on peut expliquer et prévoir. Et donc les exemples que prend Gary Becker, par exemple, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir, par exemple, et d'ailleurs ça commence à se déployer, un marché matrimonial, par exemple, développer les coûts et avantages que l'on a à se marier ou à divorcer, par exemple. Donc décider dans cette perspective serait donc déduire, c'est-à-dire tirer les conséquences d'un calcul des chances, des probabilités ou des risques, calcul donc calcul du risque qui pourrait advenir au sens où on le développe donc dans la théorie des jeux. Donc dans cette perspective, l'anticipation, elle est tirée du côté, cette fois-ci, non plus de la prospective, mais l'anticipation est tirée du côté de la prédiction. Et si possible, dans la mesure où on va chercher à le faire, si possible, faire en sorte que cette prédiction soit rendue possible par le fait que le temps serait isonormé. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que dans des sociétés comme les nôtres, qui tendent, alors bien sûr, on peut tout à fait discuter ce présupposé, mais je l'explicite. Donc, si on admet donc que dans les sociétés comme les nôtres, qui tendent donc à généraliser cette conception intellectualiste de la décision, il n'y a pas alors à choisir entre modèle intellectualiste et modèle volontariste, mais se demander comment articuler, si vous voulez, sagesse pratique dans un contexte où la science de l'action est à ce point dominante. Bref, la question pourrait être comment la décision peut-elle demeurer une puissance d'innovation, de créativité pratique, maintenant et ouvrant des possibles pratiques dans ces contextes très contraints ou très structurés, en tel cas, dans lesquels les acteurs que nous sommes sont pris. Bref, comment rester des acteurs là où finalement on nous pense la plupart du temps comme des agents, pour le dire dans une autre langue. Ou pour le dire encore autrement, que devient l'anticipation, entendue comme mise en perspective, lorsqu'elle est disciplinée par la culture de la prospective. Bon. Pour répondre à ces questions, donc, je voudrais m'arrêter sur les liens, tout d'abord, en fait, entre imagination et décision. Pas très original, d'une certaine manière, puisque, finalement, c'est un vieux problème c'est un problème classique, je dirais, de la réflexion sur l'anticipation. Je le disais en commençant, si nous avons à décider, c'est en raison de la connaissance incertaine que nous avons du lien existant dans le temps de la décision et les conséquences de la décision que nous pouvons prendre, et notamment des conséquences plus ou moins lointaines de la décision prise. Mais cette problématique a été réactivée dans la pensée contemporaine et dans le contexte contemporain par le fait que précisément nous sommes dans ce que, là aussi on peut admettre l'analyse, elle peut se discuter bien évidemment, mais c'est un présupposé là aussi. Donc si l'on admet avec Ulrich Beck que nous sommes ou nous serions dans ce que lui appelait donc des sociétés du risque, c'est-à-dire disant que la question de l'anticipation et du rôle de l'imagination dans l'anticipation dans les sociétés du risque renouvelle le problème de l'anticipation, parce que la question, cette fois-ci, n'est plus simplement déployée à l'échelle individuelle, mais elle concerne des tendances collectives, c'est-à-dire des manières que nous avons de penser collectivement le déploiement de nos capacités. C'est ce que Beck donc appelle la modernisation réflexive de la société industrielle. Si on voulait là aussi résumer de manière sommaire en fait, ce dont il est question, il s'agit de dire au fond que dans les sociétés qu'il dit réflexives, alors il faudrait aussi discuter sur ce qu'il met sous ce mot, mais au fond ce qui est en jeu, c'est de dire que dans les sociétés donc réflexives comme les nôtres, on va dire la tradition ou les traditions ne sont plus la garantie de ce qui doit être fait. Pourquoi ? Parce que ce qui est à venir est indéterminé. Bref, le statut du risque dans une civilisation technologique est tel, d'une certaine manière, que l'on ne peut plus s'assurer de ce qui a été fait autrefois
pour garantir la stabilité de ce qui adviendra demain. Bref, il y aurait une discontinuité entre ce qui est et peut advenir avec ce qui précède. C'est là aussi des choses, j'imagine, bien connues, mais je les rappelle. On pourrait dire finalement que dans une société ou dans une culture de la tradition, eh bien, on prend, on connaît, on peut déployer une prévention de risques connus. Dans une société du risque, la précaution porte sur précisément des risques inconnus. Donc en ce sens, une société dite du risque devient une société réflexive parce qu'elle est post-traditionnelle. Il s'agit donc, dans cette perspective alors, d'envisager et d'anticiper des scénarios qui permettraient de préciser ce qu'elle cherche à être, cette société, sur fond d'une incertitude de plus en plus grandissante. C'est-à-dire, finalement, que pour une part, nous ne connaissons rien des conséquences qu'engage la généralisation de nos dispositifs techniques. C'est-à-dire, finalement, c'est une société tout entière, une culture même peut-être tout entière, quand on parle de civilisation technologique, qui est engagée à faire collectivement des choix, Et c'est, je crois, un problème, je finirai là-dessus tout à l'heure. Donc, une société tout entière engagée à faire, non pas individuellement, mais collectivement des choix quant à son devenir. C'est-à-dire, il s'agit donc d'apprendre à mettre en place des réflexions, des méthodes et des institutions pour accompagner des décisions collectives sur l'idée même, précisément, du type d'homme et de monde humain que nous cherchons à vouloir faire advenir, alors que, plus ou moins nostalgiquement, si je puis dire, nous pensons encore la décision sur le modèle du choix personnel. Et donc, le difficile, probablement, c'est comment penser du choix collectif à partir d'une autre structure que la seule réflexion du modèle personnel. Bref, pour cette société donc, du risque ou post-industrielle, au développement continu, ce qui est donc en jeu, c'est effectivement d'interroger qui pilote nos dispositifs d'innovation, si nous admettons bien qu'effectivement, innover n'est pas nécessairement progresser. Donc, dans cette perspective, en tout cas dans cette société, en fait, dans les sociétés comme les nôtres, donc une des caractéristiques qui est un trait notable, c'est que finalement l'anticipation s'y formalise par des dispositifs de planification, de la prévision, de la prospection, de la simulation. Tous ces termes ne sont pas tout à fait synonymes. Bref, se développe et s'articule autour de ce qu'on peut appeler une culture de la prospective. Mais ici, une question doit nous arrêter. Est-ce que le poids de la prospective planifiée ne tend pas parfois à écraser la fonction exploratoire de l'anticipation dans la construction d'une perspective de vie ou une perspective visée? En effet, pour une société du risque, s'envisager dans l'avenir, c'est, d'une certaine manière, se dévisager à partir de futurs possibles, au point de se laisser croire qu'il s'agit finalement de s'installer au sein de grandes structures déjà existantes qui imposeraient pour nous des choix. Je le dis de manière plus simple si vous préférez. La grande question, pour résumer, c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'anticiper? Est-ce qu'anticiper, c'est confirmer des tendances ou est-ce que c'est isoler, identifier des points de rupture où naissent des éléments de créativité? C'est là, en fait, que je voudrais faire précisément cette différence entre prédiction et prospective. Bref, donc nos sociétés éminemment réflexives ont appris à déployer l'extension de la rationalité mathématisante du monde des choses et de l'industrie vers celui du monde des hommes et de leurs activités. Et finalement, l'exposé précédent sur cette robotique qui va de l'industriel vers les pratiques de soins à sa manière pourrait l'illustrer. Bref, donc dans nos sociétés qui étendent cette rationalité mathématisante du monde des choses vers le monde vécu, pour le dire comme ça, a été rendu possible par la médiation des sciences sociales et économiques et l'extension, au fond, de ces modèles des sciences sociales et économiques au monde humain par le biais notamment des sciences de gestion. Or, dans cet esprit, je pense ici aux analyses de Weber, enfin déjà anciennes, mais aussi celles de Habermas, ce à quoi nous assistons, de cette manière, c'est donc une colonisation administrative du monde vécu, pour reprendre la formule de Habermas,
ou de bureaucratisation croissante du monde de la vie, pour prendre la formule de Weber, c'est-à-dire finalement cette idée que notre civilisation technologique est une civilisation de la planification qui apporte et impose d'une certaine façon dans le monde en fait, des activités des hommes, ce qu'on trouvait dans le champ des activités relatives aux choses. Donc si on est d'accord avec ça, la société du risque pose que donc, dans une civilisation technologique comme la nôtre, les effets à très long terme de nos actions, qu'elles concernent les biotechnologies, l'activité nucléaire, les nanotechnologies, etc., eh bien, ces effets à très long terme ont une telle ampleur et un tel retentissement qu'il nous est impossible d'en déterminer sans risque irréversible les conséquences bénéfiques ou désastreuses. C'est-à-dire donc aux risques connus qui appelaient hier une attitude de prévention s'adjoignent donc des risques inconnus appelant donc une attitude de précaution. Mais on peut radicaliser, donc ça c'est des choses qui sont bien connues, mais au fond, pour une posture encore plus radicale, l'éthique du futur que l'on trouve dans sa traduction de cette façon dans l'idée de précaution, mais qu'on trouvera plus radicale, effectivement, radicalement formulée chez Jonas, ou l'idée de futur possible ou de futurible qu'on trouvait chez Gaston Berger, posait de cette manière qu'on peut éviter un avenir catastrophique en anticipant les effets de la catastrophe. Bon. C'est, je pense ici à d'autres analyses, celle de Anders par exemple, celle qui permettra de faire la distinction entre catastrophisme de ce point de vue précisément et apocalypse. Mais ce serait pas assez être porté par une hantise pratique, qu'il nous faudrait ici sauver le monde de son autodestruction, à la fois physique et morale, parce que nous serions dans une culture justement bureaucratiquement administrée, où nous serions une société en fait qui relèverait de ce que Anders appelle l'âge des télémeurtres. Bref, c'est-à-dire finalement de cette idée d'un rapport médiatisé à soi, aux autres, au monde, tel que finalement Hiroshima est partout, pour reprendre encore la formule de Anders. Bref, donc dans une société du risque, il est donc devenu une évidence de base qu'agir, c'est agir dans un monde incertain, exigeant donc une redéfinition de la compréhension de notre responsabilité et des modalités selon lesquelles une décision, individuelle et collective, devrait être prise. La question alors, c'est quelle réplique éthique apporter à cette éthique et politique, apporter à cette conscience du risque. Celle-ci est aujourd'hui, celle qui est apparemment dominante, relève d'une approche en termes de quantification et de calcul des risques. On pourrait dire de cette façon que l'invocation du principe de précaution paraît être l'interprétation officielle de ce qu'est l'éthique de la responsabilité. Mais au fond, cette interprétation officielle entretient un rapport avec le futur qui doit être discuté. N'y a-t-il pas en effet, dans cette interprétation de la décision en termes de calcul de risque, une compréhension du futur selon laquelle, au sein du futur, ne fait en fait, ou ne font que se prolonger des logiques ou des tendances déjà présentes. Bref, est-ce que le piège n'est pas, autour de l'idée de principe de précaution, au fond, est-ce que le piège n'est pas en ces matières de croire que du futur, il n'y a rien à attendre, finalement, en termes de surprise, parce que nous serions, justement, dans une culture de l'emprise scientifique et technique qui imposerait aux individus et aux sociétés leur logique comme un nouveau destin. Bref, est-ce que, précisément, une civilisation technologique, laquelle repose sur une économie qui permet le déploiement de techniques rendues possibles par les recherches scientifiques, et donc la question des liens entre recherche et économie, c'est notre nouvel obstacle épistémologique, on ne le dit pas assez, mais j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Donc est-ce que, alors, donc, dans ce contexte, nous ne sommes pas appelés à repenser plus en profondeur donc, les liens entre imagination, éthique et anticipation, en questionnant alors où sont les lieux de la décision, de la créativité pratique, de l'innovation institutionnelle dans nos sociétés techniciennes. Bref, donc, entre prévision et prospective, je voudrais donc m'arrêter sur ce rôle donc dévolu au travail de l'imagination. Pour ce faire, je voudrais en fait faire un détour, j'espère qu'il sera intéressant, un détour en fait par un type de philosophie en fait, qui semble
tout à fait insolite, j'allais dire, dans le cadre des préoccupations qui sont les nôtres, puisque je voudrais en fait revenir sur un texte, dernier texte en fait écrit du moins de son vivant de Merleau-Ponty, donc dans L'œil et l'esprit. Donc un texte qui pas tout à fait, qui paraît hors champ, si j'ose dire, puisqu'il est plutôt consacré à une réflexion en fait sur la peinture, donc sur le rôle des peintres et finalement la question que l'exercice, si vous voulez, que je voudrais nous proposer, c'est de cette manière, en quel sens peut-on dire qu'il y a de l'anticipation dans le travail de la peinture, des peintres, si on admet de cette manière que s'il y a un travail d'anticipation, cette anticipation ne se lie pas sur un mode linéaire. Ou pour le dire encore autrement, s'il y a un travail d'anticipation dans le travail des artistes, est-ce qu'il ne force pas à rompre avec une conception de l'anticipation prisonnière de la flèche du temps, hein, pour reprendre un exposé d'hier, c'est-à-dire finalement une lecture très pauvre finalement de l'anticipation, finalement qui la réduit justement à ce langage de la planification dont je parlais tout à l'heure. Pour le dire encore autrement, si on admet qu'il y a un travail d'anticipation engagé profondément dans le travail des artistes, hein, des poètes, des littéraires, etc., si c'est le cas, et je prends l'exemple de la peinture, parce qu'il est à mes yeux plus libre, si vous voulez, que ceux qu'on trouve du côté de la science-fiction. Enfin, j'en parlerai un tout petit peu. Mais si on prend cet exemple, ça veut dire aussi que de cette manière, alors, il n'y a pas d'histoire de l'art, et que nous sommes plus prisonniers de cette lecture précisément linéaire qui consisterait à dire, voilà, parce que dans les dispositifs techniques, on peut dire, voilà, il y a plus ou moins de performances, donc on peut faire une histoire des techniques, mais est-ce qu'on peut faire une histoire de l'art comme on fait une histoire des techniques ? C'est une discussion que on en reparlera. Donc voilà, donc je voudrais m'arrêter donc sur ce texte donc de Merleau-Ponty, donc L'œil et l'esprit, et donc finalement sur deux phrases. C'est avec la première, le premier paragraphe qu'on trouve dans L'œil et l'esprit, et sur le dernier paragraphe qu'on trouve de cet ouvrage. Donc si vous ne l'avez pas lu, il faut lire au moins ces deux passages. Ce qui me semble, donc l'arrière-plan en fait de mon propos, c'est donc d'examiner à nouveau frais la dimension créatrice, hein, engagée dans la décision, mais à condition effectivement de penser la décision donc comme forme d'innovation pratique, hein, c'est-à-dire qui fait advenir une forme de possible dans le temps. Et donc voir comment cette créativité pratique peut être éclairée, pour une part, par le champ esthétique. Là aussi, ma présupposition, elle tient à ce que la créativité pratique, engagée dans le champ éthique et politique, repose finalement sur une théorie plus générale de la créativité psychique qui rend celle-ci commensurable créativité artistique, créativité scientifique et technique et créativité pratique. Hein. C'est pas très original, hein, puisqu'au fond, c'est des choses qu'on trouve dans les travaux de Winnicott, si je prends par exemple du côté de la psychologie, hein, ou la psychanalyse, mais ce qu'on trouvait déjà, par exemple, dans le travail de Bachelard. Je fais donc ici l'hypothèse que ce qu'une société du risque vient brider, c'est, dans une ultra-rationalisation, cette créativité même, laquelle exigerait de penser l'anticipation autrement qu'en termes de quantification des risques. C'est-à-dire que notre civilisation technologique fait de nous de plus en plus des calculateurs et de moins en moins des créateurs. C'est-à-dire encore qu'elle laisse cette dynamique de la créativité à quelques exceptionnels individus, nous réduisant, nous, à la sphère privée, si on peut encore y être créatif, mais si les robots bientôt prennent soin de nous. Bon. Bref, afin donc de préciser donc, ces liens entre imagination et anticipation dans la décision, donc je voudrais d'abord m'arrêter sur la première citation donc, de Merleau-Ponty, donc dans L'œil et l'esprit, qui dit ceci, donc la formule est très connue, hein, la science manipule les choses, renonce à les habiter. Et deuxième phrase, hein, elle s'en donne, donc la science se donne donc des choses, des modèles internes, et opérant sur ces indices ou variables, les transformations permises par leur définition ne se confrontent que de loin avec le monde actuel. Donc la science se donne donc des modèles internes et opère sur ces modèles
qui se confronte de loin avec le monde actuel. Bon, dans l'exposé précédent, c'est la question du statut du canard de Vaucanson, quoi, hein, ou du modèle de l'homme-machine chez Descartes. Hein. Ce qui me semble intéressant dans ce propos de Merleau-Ponty, c'est finalement qu'il vient questionner une forme de créativité intellectuelle lorsqu'elle évolue à l'intérieur d'un modèle. C'est-à-dire que finalement, ça questionne d'abord ce qu'est la créativité des chercheurs en sciences dites dures, lorsque ceux-ci sont déjà pris à l'intérieur de ce que Kuhn appelle la science normale. Donc ça questionne déjà leur propre créativité. Mais c'est-à-dire finalement qu'il y a là un élément très important, c'est qu'effectivement, modéliser, parvenir à produire des modèles, on nous en parlera peut-être à propos en fait du climat tout à l'heure, si on pense aux travaux du GIEC. Donc modéliser est aussi un fruit fécond de l'imagination anticipatrice à sa manière. La question par contre que soulève Merleau-Ponty, c'est comment demeurer au sein du modèle pour en prolonger les attendus peut parfois très vite développer une forme d'imagination qui, elle, devient une imagination formelle ou combinatoire, pour employer une catégorie qui était plutôt celle de Bachelard ici. C'est donc la critique du réalisme qui est donc engagée ici, et plus largement la remise en cause de la réification des modèles confondus avec la nature des choses. Je le redis autrement, la simulation, la prévision, la planification reposent sur une intelligence qui modélise et qui, parfois, outrepassant la fonction heuristique et véritablement créatrice du modèle, finit par tenir pour réel ce qui n'est qu'un modèle. C'est évident, notamment dans le champ de l'économie. On en souffre tous les jours. Donc, de ce point de vue, donc les échecs du travail de prévision, de planification, sont des démentis qui ont une leçon et qui doivent inviter à la prudence parce qu'ils rappellent que le monde résiste finalement en ses aléas, en ses réactions, en ses surprises, parfois mauvaises, à la normalisation du modèle. Ainsi donc, l'anticipation formalisée à l'intérieur des modélisations prête le flanc à la critique. En effet, quel est le rôle dévolu à l'imagination, et plus particulièrement à l'imagination pratique, dans le domaine donc, des choix que nous avons à faire. Donc, quel est le rôle dévolu à l'imagination dans ce cadre où aujourd'hui le thème de la précaution se substitue précisément à celui de la prévention, comme je le disais tout à l'heure. Donc la précaution, au sens donc, du principe de précaution, interprété juridiquement dans sa version faible, élabore plusieurs scénarios possibles, en évalue les coûts, relève finalement bien de cette science qui construit des modèles internes, administrativement pilotés, dont parlait Merleau-Ponty, et que déjà finalement Husserl nommait science paradigmatique. L'anticipation dans ce contexte donc, s'y délite en prévision dans le cadre d'une rationalité de la maîtrise des moyens et du contrôle qui repose finalement sur une conception homogène et linéaire du temps. Alors, les critiques sont bien connues concernant ce point, mais je me permets peut-être de les rappeler. Il y a toujours des fictions pédagogiques sur le « c'est bien connu », mais donc si ce n'est pas complètement connu, je rappelle quand même. Je pense aux critiques qu'a pu faire Jean-Pierre Dupuy ici, qui critique en fait le principe de précaution en lui reprochant précisément de n'obéir finalement qu'à la rationalité économique et de ne relever que de la, je le cite, de la sérénité raisonnable et comptable et gestionnaire du risque. La sérénité raisonnable et comptable et gestionnaire du risque. Donc pour quelqu'un comme Dupuy, par exemple, donc, l'anticipation est bloquée dans ces formes dominantes de rationalité qui rabattent l'inconnu sur du connu, ne trouvant donc dans le futur que la continuation réglée du présent, négligeant ce qui fait l'épaisse texture de l'histoire des cultures. C'est-à-dire finalement que la fiction qui rend possible finalement cette gestion du risque, c'est cette fiction de l'amnésie, ou plus précisément, cette fiction qui consiste à penser que le monde technologique dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons à vivre, serait un monde sans passé, un monde projeté vers l'avenir, un monde qui tend à effacer ses traces. Bref, un monde sans histoire. Or, l'anticipation comme prospective n'exige-t-elle pas de remettre en cause les fondements philosophiques de cette logique de la planification et de la prévision ? C'est là que j'en viens maintenant à la deuxième citation de Merleau-Ponty, qui permet peut-être, j'espère en tout cas, de répondre à cette question. C'est-à-dire,
est-ce qu'on peut penser ou repenser l'anticipation à partir d'une autre perspective que celle de la rationalité instrumentale, pour laquelle, finalement, la maîtrise des moyens dispense d'une interrogation, au fond, sur les fins, entre guillemets. Bref, de quelle créativité l'anticipation fait-elle preuve? Que se passe-t-il si on pense l'anticipation à partir des énergies créatrices des humains et de la culture, plutôt qu'à partir du projet technicien de maîtrise et de contrôle? Donc c'est là que l'intérêt en fait, de l'art et de la peinture plus particulièrement, enfin, des arts plastiques, et la peinture plus particulièrement ici peut être intéressant. Non pas que donc, la littérature romanesque, le roman d'anticipation ou de science-fiction n'ait pas un intérêt, hein, leur vertu heuristique n'est pas d'approuver, le texte d'Asimov dont on a parlé tout à l'heure l'illustre très bien, mais de cette façon, la dimension narrative et descriptive de milieux très contraints qu'on trouve dans la science-fiction recouvre cette créativité en émergence que dans la peinture, en particulier non figurative, particulièrement, mais pas seulement, donc que l'anticipation veut explorer. C'est-à-dire que ce que je voudrais ici pointer, c'est comment la peinture, notamment, dans sa dimension outre-descriptive, c'est ça qui est en jeu, le caractère outre-descriptif. Donc ce n'est pas simplement la fidélité à, bon, la fameuse formule de Klee, peinture ne rend pas le visible, elle rend visible, bon, des formules, toutes ces analyses. Donc ce qui est en jeu, c'est comment il y a l'anticipation, elle aurait une portée outre-descriptive. C'est ça que je voudrais essayer de faire entendre maintenant. Donc, est très déstabilisante parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de ça, quand on est gestionnaire du risque, justement. Et donc voilà ma deuxième citation de Merleau-Ponty, donc c'est à la fin de l'œil et l'esprit. Je cite, « Le plus haut point de la raison est-il de constater ce glissement du sol sous nos pas, de nommer pompeusement interrogation, un état de stupeur continué, recherche, un cheminement en cercle, être ce qui n'est jamais tout à fait. » Donc ce que dit Merleau-Ponty, c'est que finalement, ce que nous avons appris à faire, c'est à présenter notre travail comme de la recherche. Je suis enseignant-chercheur. Présentons notre travail comme de la recherche, alors qu'elle n'est peut-être finalement qu'une stupeur continuée. Tu vois, c'est la question de qu'est-ce que c'est pour nous la créativité et la curiosité, pour le dire autrement. Ou encore, je cite dernière phrase de Merleau-Ponty, « Si, ni en peinture, ni même ailleurs, nous ne pouvons établir une hiérarchie des civilisations, ni parler de progrès, donc c'est la question de l'histoire de l'art, donc s'il n'y a pas d'histoire de l'art, donc si, ni en peinture, ni ailleurs, on ne peut parler de progrès, ce n'est pas que quelques destins nous retiennent en arrière. » Autrement dit, l'idée, ce n'est pas un discours de la nostalgie, du refus, de l'innovation, ou je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas que quelques destins nous retiennent en arrière, c'est plutôt, et donc c'est ça le plus important, c'est plutôt qu'en un sens, la première des peintures allait jusqu'au fond de l'avenir. La première des peintures va jusqu'au fond de l'avenir. C'est étrange, enfin, je voudrais essayer de faire entendre l'intérêt de cette proposition dans un contexte qui peut apparaître très éloigné en fait, de ces préoccupations. Il y a là en fait donc une invitation, me semble-t-il, à penser l'anticipation dans une autre langue que dans les mots de la prévision ou de la téléologie, implicite mais contraignante, que suggère justement une société de l'innovation. En effet, que veut dire anticipation si, plutôt que prévision planifiée, elle devient stupeur continuée? C'est dur de faire entendre ça à la HERS. Comment entendre ce qu'est la recherche si, plutôt que défigurer à l'âge des politiques de la recherche par une culture de l'appel à projet et de la programmation, elle se souvient qu'elle est un cheminement en cercle. Si je recite encore Merleau-Ponty. Bref, donc cette part faite à la créativité, à partir de l'esthétique, questionne donc ce que devient l'anticipation intellectuelle dans le champ technoscientifique, lorsque cette dernière est circonscrite par, je le disais, ce nouvel obstacle épistémologique qui est devenu l'obstacle économique accompagnant la planification politique de la recherche, puisqu'il y a une politique de la recherche. Parce que les liens donc, entre recherche, économie et financement de la recherche sont devenus prégnants, la rationalité économique
qui ambitionne d'être de moins en moins une science sociale, il faut aussi le noter, bien installe la recherche scientifique avec son goût pour la curiosité, son sens de l'étonnement. Alors, j'ai l'impression d'être un peu un vieux singe, on disait ça, mais au fond, installe donc cette recherche scientifique donc avec ses errements féconds et sa volonté de connaître, que de façon trop romantique, on dira désintéressée, elle l'installe donc dans la logique et la rythmique des appels à projets, des plans quinquennaux ou des investissements dits d'avenir. Dire en fait ceci, c'est que donc la modélisation économique, au fond la figure de l'homo economicus pour le dire autrement, embrasse donc la diversité des pratiques et des activités créatrices sous une bannière homogénéisante qui exige une anticipation formulée en termes de prévision et de prospective. Elle les place donc sous la régulation techno-administrative du temps planifié qui homogénéise, linéarise l'activité de recherche, pourtant marquée par l'incertain, l'aléa, l'imprévu, inhérent à toute activité humaine. Or, l'anticipation créatrice, plutôt que la prospective duplicatrice, dissonne. Cette dernière, donc la prospective duplicatrice, cette dernière, donc en rêvant d'une science de l'action, confond finalement le monde de l'histoire et le monde des choses. Pourtant, le modèle de l'agent qui domine dans la théorie économique standard, relayé par la théorie des jeux, fait des agents, scientifiques et ingénieurs compris, ces idiots rationnels que Amartya Sen s'amuse à décrire et qui sont caractérisés par le fait qu'ils manquent d'imagination. Winnicott dira ça autrement en disant au fond qu'il y a plusieurs types de pathologies. On peut avoir trop d'imagination, mais aussi on peut ne pas en avoir assez. Être bridé, en tous les cas, dans ses capacités de jouer, de mettre du jeu. Donc ce sont là donc des enjeux d'anthropologie philosophique, et donc la question qui nous est posée est alors de savoir comment installer du choix, de l'inventivité créatrice, dans ces milieux planifiés et contraints au sein desquels nous vivons, et dans lesquels il faut apprendre à faire des choix collectifs, des choix à plusieurs. Dire, comme le fait Merleau-Ponty, que la première peinture est allée jusqu'au fond de l'avenir, à l'heure où finalement est ouvert au public la possibilité de visiter les chefs-d'œuvre artistiques de plus de 25 000 ans, si on pense à la duplication de la grotte Chauvet. Donc ceux-ci en fait ne pensent plus. Donc ça veut dire être contemporain de ceux qui ont peint ces peintures il y a 25 000 ans. C'est ça que ça veut dire au fond. Eh bien ceci effectivement nous incite à ne plus penser l'anticipation en termes linéaires, spatiaux, donc en termes de projet ou de projection, mais en termes d'approfondissement, d'intensification du rapport à soi et au monde. Et n'est-ce pas, au fond, ce qui manque, finalement, au pilotage de nos activités technoscientifiques. Nous avons développé, et ce n'est pas inutile, une gigantesque aptitude à manipuler le monde pour notre subsistance, dans le langage de la programmation, de l'agriculture intensive en passant par les industries d'extraction, etc., mais en négligeant le travail qui consiste à intensifier la compréhension de notre substance par un langage relationnel et processuel. Pour le dire autrement, l'anticipation, n'est-ce que du programme ou est-ce aussi du processus ? Plutôt qu'être prisonnier donc, de cette alternative délétère, je ne voudrais pas être enfermé dans cette opposition qui consisterait à les opposer, donc plutôt qu'être prisonnier donc, de cette alternative entre processus et programme, la question donc, du choix éthique et politique n'est-elle pas d'apprendre à réinstaller du choix et de la dynamique processuelle au cœur de l'activité programmée ? Est-ce que, finalement, de ce point de vue, la multiplication des cellules de conseil, des comités d'éthique, de l'inventivité démocratique en matière de choix scientifiques et technologiques publics, c'est tout le problème de qu'est-ce que c'est que de la concertation si elle n'est simplement que de la consultation. On voit très bien aujourd'hui que dans les débats publics sur les grands projets, on a tendance à confondre concertation et consultation. Il y a un vrai défi là aussi. Bref, donc la question est en jeu. Donc comment mettre en œuvre institutionnellement des espaces transitionnels, pour parler encore comme Winnicott, permettant l'inventivité et la créativité pratique des acteurs. Bref, donc comment réinstaller le suspens ou le suspense de l'anticipation, qui est aussi un suspens de l'activité scientifique standard, dans la course à la programmation. Outre le trop peu d'imagination et de créativité qui est parfois permis aux acteurs devenus prisonniers d'une science de l'action, qui se pensent comme une puissance de calcul relayée par leur logiciel et leur tableur,
Je pense qu'il faudrait, sans être trop foucaldien, il faudrait s'interroger sur les effets dans notre manière de penser notre travail et de le programmer de nos outils informatiques, et à commencer par les tableurs. Il s'agit donc de reconnaître l'écart grandissant entre l'hyper-rationalisation de notre activité technoscientifique et finalement le manque de rationalité dans leurs conséquences pratiques. C'est-à-dire, l'abstraction de cette uniformisation instrumentale questionne la réplique qu'on peut y apporter en termes de signification, de valeurs éthiques, politiques, et pourquoi pas aussi de convocation d'un univers symbolique. C'est très bien montré en fin de matinée, aujourd'hui, sur la médecine de précision, qui mettait l'accent sur l'idée que plus on devient précis dans la maîtrise des moyens, plus on perd pied, il y a du flou qui s'installe quant aux horizons à dessiner. Bon. Eh bien, c'est ce que, au fond, on pourrait dire ici, je l'ai noté comme ça. Donc ce serait une grave illusion de juger notre temps seulement en termes de rationalité croissante. Il faut aussi le juger en termes d'absurdité croissante. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas séparer le progrès technique du mécontentement, des inquiétudes, voire parfois des révoltes, dont nos arts, notre littérature, mais aussi parfois les pratiques sociales, portent témoignage. Il s'agit donc de comprendre notre temps, c'est mettre ensemble, en prise directe, deux phénomènes qui ont du mal à être articulés. C'est-à-dire, d'un côté, le progrès de la rationalité, et de l'autre, finalement, une indétermination quant au sens de ce progrès. C'est-à-dire, finalement, en entrant dans le monde de la planification et de la prospective, nous développons une intelligence des moyens, une intelligence de l'instrumentalité, et finalement, c'est là vraiment qu'il y a de l'innovation. Mais en même temps, nous le vivons, c'est à la fois aussi une chance de nous découvrir à la fois déconcertés et pluralistes, mais en même temps, nous assistons à une sorte d'effacement, une sorte de dissolution des buts, en tout cas d'une vision claire, en tout cas des buts ou des fins. Bref, on le voit, une interprétation instrumentale de ce que signifie l'anticipation, cette interprétation instrumentale la pense en termes de prévision. Que nous est-il possible de réaliser ? Quels sont les résultats attendus ? Là où son interprétation existentielle, j'ose le mot, éthique et politique, posera la question de vieille question, on peut la trouver là aussi ringarde, que nous est-il permis d'espérer ? Sans doute qu'un des grands défis contemporains est de faire entendre que nos prouesses qui consistent à appréhender les questions humaines comme des questions techniques, en n'y apportant que des réponses techniques, ça a été dit dans l'exposé précédent, la machine à nourrir qu'est l'OGM pour lutter contre la famine, dit-on, la machine à habiter pour pallier au manque de logement, dit-on, la machine à guérir pour répliquer à l'homme malade, dit-on, enfin on pourrait continuer comme ça. Tout ceci, en fait, donc vouloir ne traiter les questions humaines que comme des questions techniques me semble en fait limitant, et donc doit être réinstallé dans une perspective signifiante de valeurs, d'options, de choix éthiques, politiques, et je le redis encore, symboliques au sens large. C'est-à-dire qu'il s'agit donc de dire que l'innovation ne saurait donc être confondue avec le progrès. Alors c'est une banalité crasse, je m'excuse de dire ça, mais c'est-à-dire qu'au fond, que le développement, par conséquent technique et économique, n'est peut-être pas le dernier mot du développement. Si on pense là aussi à tous les travaux portant sur la philosophie du développement, je pense aux travaux par exemple de Nussbaum. En conclusion, et donc pour terminer, on ne doit donc pas perdre de vue, c'est que les choix techno-scientifiques sont en fait des choix de société et de mise en avant d'un type d'humanité et de relations sociales. Et donc que les lieux de la décision portent précisément sur les valeurs majeures qui peuvent orienter et qui doivent finalement façonner un monde que nous pourrions trouver soutenable et peut-être désirable. Et donc c'est là, me semble-t-il, et je voudrais finir là-dessus, qu'il faut constater que nous sommes les contemporains aussi, en même temps que le déploiement de cette hypertrophie de la logique instrumentalisante, nous sommes aussi les contemporains d'une immense inventivité pratique.
qui a du mal à se coordonner, mais qu'on trouve notamment, si vous voulez, dans la confrontation de nos sociétés et de nos démocraties en particulier, dans la manière qu'elles ont de penser et d'organiser la décision collective. C'est ici, finalement, on le voit, tout ce qui se joue aujourd'hui autour dans les démocraties occidentales notamment, mais pas seulement, qui s'interroge sur la manière, effectivement, d'apporter des réponses aux défis dont nous sommes les contemporains. Alors, je ne vais pas reprendre, je pense, à un travail en fait intitulé, alors le titre était malheureux, mais qui s'intitulait « La démocratie génétiquement modifiée », qui faisait l'inventaire de tous les effets, en tous les cas, qu'imposent finalement à la démocratie justement les biotechnologies, donc sur des focus group en passant par la réflexion sur ce que c'est que la participation. Et en tous les cas, on voit bien qu'il y a aujourd'hui toute une forme d'inventivité pratique, qui est à mes yeux finalement une bonne nouvelle, qui interroge, on voit bien au moins 4 chantiers. Le premier chantier, c'est comment améliorer le système représentatif existant dans le cadre des grands États. C'est tout le problème aujourd'hui de comment se déploient et se portent en fait, dans nos démocraties et dans le temps au fond de nos démocraties des questions en fait, qui sont plus vastes qu'elles. Bon, c'est tous les travaux, je pense aux travaux de Dominique Bourg, notamment sur la question de la démocratie écologique. Comment penser l'idée que démocratie représentative n'est pas un oxymore. C'est le vieux problème comment dire, de la philosophie politique, mais c'est-à-dire en fait c'est la vieille question de Rousseau sur l'idée que la seule démocratie possible c'est celle des petits États. Nous sommes devenus des États comment dire, énormes, donc comment penser dans ce contexte par le biais de la représentation encore bref, est-ce que la représentation a dit le dernier mot dans la démocratie? C'est une vraie question de philosophie politique. Comment penser dans ce contexte la délibération et la démocratie dite délibérative ou participative? Est-il nécessaire, je vous rappelle ici une proposition de Dominique Bourg, d'adjoindre au système représentatif d'autres institutions, à proprement parler non représentatives, pour enrichir notre manière de penser la décision publique? Faut-il ultime exercice en imagination, tabler sur l'effondrement de nos démocraties pour finalement laisser la place à de multiples micro-expériences conduites de par le monde, et elles existent, même si elles ne sont pas coordonnées, et peut-être faut-il se réjouir qu'elles ne le soient pas. Bref, et je vais m'arrêter là-dessus. Ce que j'ai cherché à faire entendre, c'est que finalement, les questions d'anticipation dans la société qui est la nôtre, je crois, ne peut pas se dispenser d'une réflexion d'anthropologie, finalement, sur l'idée que nous nous faisons, au fond, de ce que c'est que l'humain. Et si nous admettons qu'il n'est pas que l'idiot rationnel qu'on nous demande de vivre tous les jours, eh bien, il questionne effectivement à la fois l'anthropologie dominante de l'homo economicus et appelle de ses voeux une autre anthropologie qui serait une anthropologie de la relation. Voilà, je vous remercie de votre écoute. On peut dire qu'on approfondit les choses au fur et à mesure, et là on va loin. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette intervention qui nous donne encore des dimensions supplémentaires qui sont liées, qu'on a abordées un petit peu hier aussi, la question de la créativité, de l'imagination, qui pouvait faire en sorte que l'on recrée des possibles, que l'on recrée du choix, que l'on recrée de l'épaisseur dans le présent pour pouvoir imaginer un futur qui soit partagé, non pas désirable ou souhaitable, mais au moins partagé. Voilà.